Bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à l'introduction au réseau niveau 1, les éléments fondamentaux. Après avoir abordé dans les précédentes vidéos les prérequis et les objectifs, l'impact des réseaux actuels sur nos modes de vie, les modèles de trafic réseau, les éléments composant ces derniers, les différents types de réseaux, aujourd'hui nous parlerons des grands challenges des réseaux. En premier point, les réseaux convergents. De nos jours, certains réseaux sont décrits comme des réseaux convergents. La notion de convergence implique que deux éléments ou plus viennent s'inscrire au sein d'un même ensemble. De quoi s'agit-il quand on parle des réseaux? Lorsqu'on parle de réseaux convergents, on parle le plus souvent de réseaux qui servent à la fois de support pour les données, pour la téléphonie et la vidéo. Historiquement, la téléphonie était traitée sur son propre réseau et de manière totalement indépendante. Les experts en télécommunications maîtrisaient alors parfaitement les tenants et les aboutissements du transport de la voix au travers des paires de cuivre et des autocommutateurs. De l'autre côté, les réseaux de données étaient gérés par l'informaticien ou les informaticiens sur un support complètement séparé. Ces deux mondes ne se rencontraient jamais. Avec le développement d'Internet et la possibilité de numérisation de la voix, il est devenu possible de faire en sorte que données courantes et flux téléphoniques soient traités tous deux sur le même média physique. Le challenge était alors de faire en sorte d'avoir la même qualité téléphonique sur un réseau transportant également des données courantes. Problème, la téléphonie et les données courantes n'ont absolument pas les mêmes contraintes de traitement. Les données courantes supportent en général plutôt bien les pertes de paquets, car ces derniers peuvent généralement être retransmis. Les paquets envoyés dans le désordre peuvent être remis en ordre par la machine réceptrice, et elles sont très tolérantes au délai et à la gigue, c'est-à-dire, respectivement, le temps nécessaire pour un transfert de données et l'écart temporel de réception entre deux paquets. Autre caractéristique dans le transfert des données courantes, elles ont tendance à tenter de prendre un maximum de bandes passantes. La téléphonie, elle, ne supporte pas les désagréments que l'on peut faire subir aux données courantes. Et pour des raisons facilement compréhensibles. Imaginez simplement une conversation avec un interlocuteur face à vous. Que se passerait-il si d'un seul coup il décidait de vous parler avec des syllabes dans le désordre, ou s'il oubliait une syllabe sur trois? C'est à peu près le résultat que vous obtiendrez si votre flux téléphonique subissait les traitements dont on vient de parler pour les données courantes. Vous l'avez déjà sûrement expérimenté, qu'il s'agisse de microcoupures ou de phénomènes de voix robotisés, une conversation téléphonique de mauvaise qualité est particulièrement pénible. Ainsi, lorsqu'on tente de faire voyager ensemble deux flux qui n'ont pas du tout les mêmes besoins, on parle de réseaux convergents. Il s'agit d'un challenge car il devient nécessaire de mettre en place des mécanismes qui permettent à chacun des flux d'être traités à sa juste mesure. Le tout dans la plus grande transparence possible vis-à-vis de l'utilisateur. Les réseaux voix-données sont donc considérés comme convergents au même titre que les réseaux vidéo-données ou encore voix-vidéo-données. La fiabilité des réseaux. Les réseaux doivent supporter une vaste gamme d'applications et de services différents. Les réseaux convergents qui viennent d'être évoqués ne sont qu'une facette d'une nouvelle manière d'utiliser les réseaux. En outre, les équipements qui utilisent les réseaux sont de plus en plus nombreux d'une part, mais aussi de plus en plus divers. En plus des traditionnels ordinateurs et serveurs, les téléphones sont connectés depuis longtemps au réseau au même titre que les tablettes. D'autres équipements peuvent utiliser les réseaux, comme les automates de parking, les robots de production et les différents éléments qui participent au réseau domotique. Les infrastructures réseau doivent donc s'adapter pour répondre aux différents besoins de ces nouvelles utilisations. On peut distinguer 4 grandes caractéristiques nécessaires: la tolérance aux pannes, l'évolutivité, la qualité de service et la sécurité. La tolérance aux pannes. La tolérance aux pannes, c'est la capacité du réseau à résister
à la défaillance d'un ou plusieurs équipements. Pour être en mesure de fournir une tolérance aux pannes, il faut donc concevoir et mettre en place le réseau de sorte qu'il ne repose jamais sur un seul équipement. Une telle situation ferait courir un risque qui ne serait pas acceptable. Ce genre d'équipement est décrit comme un SPOF, Single Point of Failure. Dans le schéma qui suit, le routeur est un SPOF, car sa défaillance rendait le serveur web inaccessible. En conséquence, il faut appliquer un premier principe de redondance selon lequel l'architecture du réseau doit être construite autour d'équipements déployés par paire. Ce principe permet d'éviter que la perte physique d'un équipement ne cause un arrêt de service. Le second principe est qu'il faut proposer des chemins alternatifs pour le transit des flux réseau. Les liens qui interconnectent les équipements doivent donc être également redondés ou doivent donc également être redondants. Enfin, les protocoles utilisés doivent être en mesure de savoir quand et comment utiliser un chemin donné et de basculer, c'est-à-dire converger rapidement sur un autre lien ou un autre chemin si le premier est devenu inutilisable. L'évolutivité. L'évolutivité du réseau et sa capacité à grandir rapidement et à supporter une charge de plus en plus importante. L'objectif est de pouvoir répondre à de nouveaux besoins sans impacter le trafic déjà présent et de faire en sorte que les modifications du réseau destinées à le faire évoluer soient les plus transparentes possibles. Pour remplir cette fonction, les réseaux sont construits de manière hiérarchique. Chaque couche d'équipement est dédiée à des fonctions précises. Ajouter de nouveaux équipements à une couche existante doit se faire de manière transparente. Le schéma ci-dessus montre l'ajout d'un équipement ou d'un élément, entre autres un commutateur au réseau existant, qui peut se faire de manière transparente. La qualité de service. La qualité de service, Quality of Service, ou QoS en anglais, est la capacité du réseau à classer les différents flux et à offrir, si nécessaire, une différence de traitement entre deux flux. C'est une capacité essentielle dans les réseaux convergents, puisque comme cela a été évoqué, plusieurs types de trafic qui n'ont pas les mêmes besoins entrent en concurrence pour utiliser la même infrastructure réseau et ses ressources. La QoS, c'est aussi la capacité à gérer une éventuelle congestion du réseau, la capacité d'un réseau à transmettre des informations en termes de volume se mesure au volume de la bande passante. Si le total d'informations à transmettre est supérieur à la capacité en bande passante, les équipements doivent stocker les informations avant de les transmettre. C'est le processus de queuing. Ce processus implique une forme de délai dans la transmission de l'information. Cependant, les informations stockées au niveau des équipements doivent l'être dans un espace mémoire qui n'est malheureusement pas infini. Lorsque cette mémoire est pleine, les équipements n'ont plus d'autre choix que d'ignorer les nouveaux paquets. L'objectif de la gestion de la congestion est de permettre aux applications qui ne supportent pas de délai dans la transmission de leurs informations d'être traitées de manière prioritaire, tandis que celles qui peuvent supporter un délai plus important sont mises en attente. C'est la gestion des applications temps réel contre les applications temps différé. La sécurité. Le principe de la sécurité informatique est de mettre en place ou de vérifier certains critères. De manière générale, la sécurité des réseaux se base sur trois grands principes qui sont les suivants, ce qu'on appelle l'ADIC, assurer la disponibilité des données, assurer l'intégrité des données et assurer la confidentialité des données. Les enjeux et les menaces. Les principales menaces qui planent au-dessus des systèmes d'information sont les suivants. Donc, en premier point, on peut citer les codes malicieux qui exécutent un code non autorisé sur une machine.
c'est-à-dire les virus, les vers, les chevaux de Troie et les spyware. En deuxième lieu, les attaques de type Zero Day. Ces attaques interviennent alors que la vulnérabilité n'est pas encore connue du constructeur ou de l'éditeur, qui ne dispose pas, par conséquent, d'un correctif valable. En troisième point, les attaques par déni de service, qui visent à empêcher un accès légitime ou à impacter négativement un système de production. Ce genre d'attaque est dévastateur pour un site, par exemple, de e-commerce. Et on peut citer aussi le vol et l'interception des données en vue de collecter des informations pour une autre attaque ou de compromettre la propriété intellectuelle. Le vol également d'identité qui permet à un tiers non autorisé de se faire passer pour un client légitime aux yeux du système. La sécurité est l'un des enjeux majeurs des réseaux actuels, car les données sont de plus en plus numérisées avec les tendances actuelles, comme la mise en place des JAD, donc gestion administrative de documents. De nombreuses informations sont conservées numériquement ou sous forme numérique, et certaines sont particulièrement sensibles. Citons par exemple les données bancaires, qu'elles appartiennent à l'entreprise ou à des clients, les données du personnel employé, telles que les adresses, les numéros de téléphone et autres informations d'état civil, les données médicales numérisées et qui relèvent du caractère privé, les données d'ingénierie qui relèvent de la propriété intellectuelle. Pour ces données, il faut donc empêcher l'accès non autorisé, empêcher le vol d'informations et empêcher également la modification non autorisée. Prévenir les attaques de type déni de service est nécessaire pour garantir la disponibilité. Les dénis de service sont des attaques qui visent à empêcher l'accès légitime aux données, ce qui a un impact direct sur la productivité au sein des entreprises. Les solutions de sécurité, malheureusement, il n'existe pas de solution unique pour la protection du réseau. De plus, la sécurité des informations, au sens large du terme, ne peut pas reposer uniquement sur les systèmes de sécurité du réseau. En outre, elle doit s'étendre à l'ensemble des domaines qui concernent l'entreprise, ce qui implique de gérer aussi cette sécurité au niveau technique, mais également au niveau humain et organisationnel. On peut citer quelques moyens disponibles pour la sécurité réseau, donc la notion ou les firewalls ou les pare-feux. Deux grands types de pare-feux existent. D'une part, les firewalls de zone, qui sont des équipements réseau à part entière, dont le but est de filtrer les trafics illégitimes avant qu'ils n'entrent sur le réseau. D'autre part, les firewalls personnels qui sont installés sur les machines clientes et qui inspectent les flux directement en entrée et en sortie des machines. Les pare-feux de zone se placent en général à la frontière entre deux réseaux et ont un niveau de confiance différent. Le cas le plus typique est un pare-feu placé entre le réseau interne, c'est-à-dire entre le LAN, et le réseau externe, qui est en général le WAN. Il est également fréquent de rencontrer un pare-feu entre deux réseaux qui ont un niveau de confidentialité différent, ou pour créer une zone étanche entre une zone démilitarisée, une DMZ, et le réseau local. Le firewall est alors configuré à l'aide de règles qui régulent le transit entre les différentes zones du réseau. Par exemple, le pare-feu refusera qu'un équipement situé sur le WAN initie une connexion vers un équipement sur le LAN, mais autorisera de manière conditionnelle qu'une connexion soit initiée depuis le WAN vers un serveur localisé sur la DMZ, exemple un serveur web, un serveur de messagerie, un serveur FTP, etc. Le firewall sera également capable d'inspecter les connexions effectuées depuis le LAN vers le WAN afin d'autoriser le trafic retour, ce qui permettra par exemple aux clients localisés sur le WAN d'accéder à Internet. On peut y citer aussi la notion d'IPS et d'IDS. Les IPS, intrusion prévention système, et les IDS, intrusion détection système. Le premier système, IPS, a pour objectif de détecter les trafics suspects et de les interdire avant qu'ils ne puissent atteindre la cible, tandis que le second, c'est-à-dire les IDS, les seconds systèmes, ne permet que de détecter et d'avertir les administrateurs lorsqu'un trafic suspicieux est détecté. Comme pour
les firewalls, ces systèmes peuvent être des équipements réseau dédiés ou bien des applicatifs installés sur les machines clientes. Ces équipements sont en général placés derrière les pare-feux afin d'inspecter les trafics qui ont été considérés comme légitimes par le pare-feu. Le fonctionnement général se base sur des signatures de trafic ou des suites de paquets qui évoquent un comportement à risque. Les IPS sont une des possibilités pour mitiger ou diminuer les attaques de type Zero Day, pour lesquelles il n'est pas possible de corriger la vulnérabilité des systèmes visés. Les VPN. Puisqu'ils chiffrent les données, les tunnels VPN participent aux solutions de sécurité. Les utilisateurs distants peuvent ainsi communiquer depuis l'extérieur de l'entreprise et le trafic n'est pas directement lisible s'il est intercepté. De plus, techniquement, rien n'interdit d'utiliser des solutions VPN au sein même de l'entreprise. Les antivirus et les anti-spyware. Bien qu'ils ne soient pas en général directement à la charge de l'administrateur réseau, il est important de les citer car ils participent grandement à la sécurité des systèmes. Un antivirus ou un anti-spyware efficace doit être mis à jour régulièrement. Aussi, la politique d'accès doit empêcher les systèmes sur lesquels les signatures sont obsolètes d'accéder au réseau, sauf pour permettre la mise à jour. On arrive à la fin de cette présentation. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à commenter cette dernière. Et puis, nous aborderons au niveau de la prochaine vidéo les tendances au niveau du domaine de la réseautique.